copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Je suis Clémence et chaque semaine, avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment. Avec moi pour cette émission, on retrouve Stéphane. Salut Clémence. Eric. Salut. Et Julien. Salut Clémence. Et c'est toujours Alain à la technique. Salut. Alors, attention, quand on dit la sortie du moment, c'est pas seulement en salle, on s'intéresse aussi aux vieux films qui ressortent et aux productions destinées aux plateformes de streaming. Et justement, cette semaine, on va vous parler d'un film qui a fait sa sortie directement sur Amazon Prime le 23 octobre dernier. Ce film, c'est Borat 2, ou plutôt Borat, nouvelle mission filmée, livraison bakchiche prodigieux pour régime de l'Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 14 ans après le premier opus, on retrouve le reporter kazakh Borat Sagdiev, toujours incarné par Sacha Baron Cohen. De retour aux États-Unis, il cherche cette fois à offrir sa fille de 15 ans, tout tard, au vice-président Mike Pence. Une mission qui sert de prétexte pour faire un nouvel état des lieux de l'Amérique d'aujourd'hui, en pleine crise du coronavirus et à quelques jours de l'élection présidentielle qui opposera Donald Trump à Joe Biden. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin, pour les personnes qui sont les plus pressées. Alors Stéphane, Eric et Julien, si vous deviez me donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Ouais, mercantile, quoi. Dans la mesure où, en fait, j'ai l'impression... Ah, ça y est, non, il 15 triche. mots. C'est un nouveau Clémence, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Un seul mot, tu auras Il a triché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand on tout triche, le Clémence temps de développer après. Est-ce qu'on le punit ? On fait une punition ? T'as prévu une punition ? T'as pas m'obliger à sortir le fouet tout de suite. Est-ce qu'on parle de ses cheveux en pétard ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faudrait qu'on trouve une petite punition quand même. Bon, mercantile alors, tu as dit. Mercantile. D'accord. Mercantile. Et toi, c'est quoi ton... Artificiel. Poussif. Toi aussi, tu triches ton ami. Non, je vais mettre artificiel, je vais rester là-dessus. Ok, mercantile, artificiel. Et toi, Stéphane ? Agenda. C'est vrai. Mercantile, artificiel et agenda. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas un film qui vous a forcément beaucoup plu. Je me trompe ? Pas trop, non. Non, moi j'étais plutôt fan de Borat, j'étais très très content de le voir. Je m'étais assis avec une copine, je me suis dit je vais m'amuser, je vais rire, etc. Et puis le début est plutôt pas mal. Et puis au bout d'une quinzaine de minutes, là on voit, ça m'a rappelé un peu les Visiteurs 3. Les Visiteurs 3, je voulais vraiment aimer de mon côté. Je savais que tout le monde avait trouvé ça à chier, mais je me disais je vais aimer quand même. Voilà, et en fait non, très rapidement. Là, tu on parles voit des Visiteurs 3 lequel ? L'américain ou, non, pas Just Visiting. Ah oui, d'accord, ok. Non, d'accord. ça c'est bien. On est d'accord. Et non, c'est vraiment nul, c'est pas drôle. Et en plus, à la différence d'un film raté, c'est pour ça que je dis que c'est mercantile, je pense que les intentions en fait, qu'il a sont pas bonnes là-dedans. Je pense que là où Borat... moi, le personnage, je l'aimais bien. C'était quelqu'un qui était à la base subversif. Donc déjà, là, le film est produit par Amazon. Donc ça nous donne un petit peu... Il est acheté par Amazon. Il est acheté par Amazon, ouais. À la fin, Et puis, je pense qu'ils n'ont pas vraiment une droit de regard. Justement, s'il y a une ironie d'ailleurs dans l'histoire, elle est bien là et seulement là pour moi. Ouais, bah du coup, en fait, moi, je me suis dit quand même que je voyais un produit qui était hyper vanilla, comme disent certains Américains, complètement lissé. C'est ça, t'aurais dû dire ça en mots. Ouais, à la limite. Ouais, bon, voilà, j'apprends de mes erreurs. Et j'ai l'impression qu'il a fait ça pour le fric. Et j'ai l'impression, comme certains films, donc c'est pas un film raté pour moi. Un film raté, c'est pas grave parfois. Moi, il y a certains films ratés que je préfère à des films qui réussissent des petites choses. Et je pense que si les gens aiment les séries B et les films d'horreur un peu Z, on peut comprendre ça, quoi. Et là, ce film-là, en fait, pour moi, il est pas raté. C'est juste qu'il a de très mauvaises intentions. Du coup, j'ai l'impression que il s'est un peu retourné contre son public, quoi. Que là où c'était subversif avant, ça enfonce des portes ouvertes. Là où c'était un peu agressif dans son humour, là, ça essaye de faire presque du sentimentalisme parfois. Et puis c'est surtout jamais drôle, quoi. Alors ça, on va pouvoir en parler parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de raisons. Mais je pense que cette formule-là, en fait, elle n'était pas faite pour se répéter. Et puis surtout, il y a un énorme absent en fait dans ce film-là, c'est Larry Charles, le réalisateur,
qui était derrière tous les Seinfeld, enfin beaucoup de Seinfeld, qui était derrière Régulus, que j'adore. Curb Your Enthusiasm, qui est aussi derrière le premier Borat. Je pense que c'est un type qui est non seulement un très bon scénariste, parce qu'il a écrit pas mal de Seinfeld, mais un bon réalisateur aussi. Et là, du coup, non seulement c'est mal réalisé, en plus c'est mal structuré, et jusque dans les gags, je pense que là, vous allez en parler aussi. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très, très ennuyeux, quoi. Voilà. Moi, je suis d'accord sur cette absence de Richard. Et j'enchaîne, du coup. Alors, moi, j'ose pas, c'est toi qui commande quand même, Clémence. Vas-y, non, je veux pas sortir quand même du truc, tu vois. J'avais quand même une précision à te demander, Eric, quand tu dis qu'il passe à côté, il est mercantile pour toi, ça a été vraiment motivé par juste l'appât du gain? Moi, j'ai l'impression, hein, parce que franchement, c'est, comme quand tu disais, il dresse un portrait de l'Amérique, bon, je comprends l'idée de présenter le film, et en ça, c'est juste, mais en fait, le portrait de l'Amérique, il est bien mieux présenté dans l'actualité. Il est bien plus agressif dans l'actualité. Alors, est-ce que tu penses que le problème vient pas aussi simplement du fait que le précédent film a quand même 14 ans, et que, en 14 ans, l'Amérique a évolué, et que des choses qui choquaient il y a 14 ans, aujourd'hui, on est dans du... J'ai lu quelques critiques au passage, hein, et je crois que c'est les Inrocks qui parlent de fascisme passif. Est-ce que ils parlent le fait du film que... comme ça? Non, je comprends. Non, des personnes dans le film qui se font avoir par Borat. D'accord. Oui. Et le fait que des choses qui n'étaient pas franchement assumées il y a 15 ans, aujourd'hui, finalement, des personnes vont tenir des propos antisémites ou en tout cas les tolérer de manière passive. Et c'est cette espèce de fascisme mou. Ouais, peut-être. Moi, je vois un problème plus évident, c'est que j'ai l'impression que là, les gens se font pas prendre au piège. Déjà, un, parce que c'est mal écrit, et deux, j'ai vraiment l'impression immédiate de spectateur, ça s'est confirmé de nulle part, mais que tout le monde était au courant, en fait, que ça ne crée pas un effet de choc. Je suis pas sûr trop de ça. Moi, après, c'est chiant à regarder, quoi. Mais alors, oui, ça, c'est autre chose. Mais moi, déjà, je dois dire que moi, Bruno, Borat et Ali G, je les aime surtout quand il était sur HBO, en fait. Sacha Baron Cohen. À la télé, quoi. À la télé, parce que là, je trouve qu'il était sur un registre, on va dire, comique très spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mélange de genres. Et sur les films, et moi, j'aime beaucoup le premier Borat, j'adore Bruno aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce problème de positionnement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... ça, c'est un problème de spectateur et de lecture pure du film. C'est-à-dire que je ne ris pas de la même façon à une caméra cachée de François Damien qu'à un sketch des Monty Python. C'est pas le même registre humoristique. Et je trouve que le clash des deux dans les longs métrages en fait, de Sacha Baron Cohen, moi, m'ont toujours posé souci. Et je passais en fait là-dessus parce qu'il y avait... la générosité, le côté mordant et l'inventivité aussi de la totalité qui faisait que finalement, il emportait le morceau. Puis il y avait de toute façon des choses qui étaient tellement extrêmes et jusqu'au boutiste que forcément, au bout d'un moment, je lâchais prise, quoi, en gros. Et puis je m'en payais une bonne tranche, quoi. Là, pour moi, dans Borat 2, il y a plein de problèmes. Il y a effectivement des problèmes de gag. Je trouve que il y a un vrai problème à se renouveler dans les gags. C'est-à-dire que quand il va voir un chirurgien esthétique, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la scène de Bruno où il dit à une maman lors d'un casting qu'il va falloir que ses enfants, ses bébés, en fait, passent sous le bistouri et tout. Moi, je revois des échos de ça et j'ai un peu l'impression d'être dans le même registre humoristique. Sauf que dans Borat 2, toutes ces scènes-là, en fait, sont hyper courtes. Et qui a finalement plein de... J'ai l'impression d'avoir vu des chutes qui n'étaient pas menées à bout, en fait. De trucs où je me suis dit, mais il y a une amorce, en fait, de scénettes et de trucs, et puis il n'a pas vraiment obtenu ce qu'il voulait, ou un tout petit peu. Et finalement, tu finis le truc et tu dis, mais à quoi bon? Il y a très, très spécifiquement, il y a une scène de bal des débutantes, enfin, une espèce de bal des débutants, en fait, dans le film. Et je me suis dit, mais à quoi bon? Enfin, ça sert à quoi? Enfin, il y a un gag qui est sur le fait que la fille ait ses règles et qu'elle ait beaucoup Ils font une de danse poils. de la fertilité. Voilà, quoi. c'est ça. Mais en fait, ça ne provoque rien d'intéressant en fait chez les autres. Il y a juste un truc qui est marrant avec un mec, un moment, enfin un bourgeois en fait qui propose d'acheter la fille à Borat, enfin qui accepte plutôt de l'acheter pour quelques centaines de dollars. Il y a une gamine à côté qui dit mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais comme proposition, enfin même comme gag, là c'est dégueulasse en fait ce gag.
Mais sinon, ça mène à rien. Enfin, et comme ça, il y a très peu de choses en fait qui sont abouties dans Borat. Mais je pense que le vrai problème de fond, moi, que j'ai avec le film, c'est que je crois que Sacha Baron Cohen, parce qu'il fait débat, parce qu'il y a cette malhonnêteté assumée dans ses procédés, dans ses caméras cachées, et ça depuis Borat, depuis le premier. Moi, il fonctionne aussi parce qu'il avait une démarche anarchiste en fait. Et c'est-à-dire qu'il était contre quelque chose, il n'était jamais pour quelque chose au final, quoi. Ou alors, s'il était pour quelque chose, c'était vraiment, vraiment, vraiment par défaut. Et encore, c'était discutable, quoi. Là, c'est pas du tout le cas en fait. Pour moi, enfin, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. C'est le premier film de Borat, et c'est là en fait où je retrouve ce côté un peu artificiel. C'est le premier film de Sacha Baron Cohen qui est au service en fait d'une espèce d'idéologie, qui n'est pas au service de démonter des problématiques d'un pays donné, qui n'est pas voilà. Et je trouve que ça annihile en fait une grande partie du film, voire ça le rend lui dans son positionnement parfois assez désagréable. Il s'incruste à un moment chez des espèces de rednecks quoi, qui sont complètement bouffés, contaminés par les théories complotistes. Et en fait, cette scène-là, moi, j'ai passé mon temps à me dire que c'était pas très drôle, que ça menait encore une fois pas à grand-chose, et que ceux qui étaient sympathiques, au final, c'était plus les deux rednecks que lui. Alors, il y avait une petite admiration quand même pour lui, parce que je me suis dit, putain, quand même, il a dû rester dans le personnage pendant longtemps pour pouvoir capter ce qu'il a capté. Mais en dehors de ça, je trouve cette scène extrêmement décevante. Là aussi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à certains trucs de Bruno avec les chasseurs, je crois, notamment. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais où là, putain, il était à peu près dans des mêmes contextes. Et là, c'était... il y avait un truc qui se passait quoi, face à la caméra, alors que là, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça prend jamais, ouais. T'as raison. Merci Eric. Et gentil, Eric. Et tu penses que ça vient de quoi? D'un problème d'écriture, ou alors c'est que le sujet est plus adapté finalement? C'est vachement dur, ce serait présomptueux pour moi, je n'aime pas être présomptueux, mais ce serait présomptueux pour moi de déceler ça. Si tu veux, moi je devais donner des théories, je pense que déjà il y a un problème de positionnement de Sacha Baron Cohen. Il s'est quand même pris une tollée monumentale avec les frères Grimsby, qui a été vraiment hyper mal reçu, et qui dans cet humour... bête, méchant et finalement un art, c'est-à-dire que c'est comme Harakiri, quoi. C'est le genre bête et méchant, quoi. Ça fonctionne comme ça, l'anarchisme. Ça allait à fond dedans, surtout. Donc, je pense que là-dedans, dans ce côté bête et méchant, il est allé tellement fort que il s'en est pris plein la tête là-dessus, lui, Louis Leterrier, enfin tout le monde. Et t'as un peu l'impression que le mec, il rentre dans les clous là, et qu'il essaye justement d'être dans un discours très féministe, parce que c'est très présent aujourd'hui, qu'il essaye et du coup c'est de la posture en fait qui pour moi ne fonctionne pas. Enfin, il y a un truc dans le discours qui va pas. Et après, je sais pas, et je peux pas m'empêcher non plus de me dire qu'il y a là il y a un truc de vieux aussi, mais dans l'esprit, pas physique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lassitude. Il n'y a plus la vivacité de la folle jeunesse, quelque part, qu'il y avait dans ses œuvres précédentes, comme à Sacha Baron Cohen. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, tu vois. Il y a un truc assez marrant, c'est que à la fin, il y avait une séquence qui était très choquante, je me rappelle, dans le premier Borat, mais qui était hyper drôle en même temps, où il y avait une fête rituelle où il chassait le juif avec des personnages qui avaient des grosses têtes de juifs, de caricatures de juifs, en papier mâché, enfin des juifs tels que peuvent se l'imaginer des antisémites comme les gens du supposé Kazakhstan de Borat. Et c'était très drôle parce que c'était des juifs, et voilà. Et là, en fait, dans le 2, c'est assez, enfin, symboliquement, ça veut dire quand même quelque chose de fort, je trouve. Là, c'est très clairement le gouvernement Trump, en fait. Tous les espèces de démons qui sont des gens de merde. Hein. Moi, je suis pas du tout un pro-Trump et tout, mais comment dire, ça fonctionne pas comme ça, en fait, le monde de Borat. C'est-à-dire que si lui, il choisit, disons, un adversaire qui, pour le public à qui il s'adresse, en tout cas, est déjà considéré comme un adversaire, moi, ça ne m'intéresse plus, en fait.
Je sais pas si je suis. Mais de toute façon, c'est ce qu'il fait à travers son agenda, hein, justement. Moi, je pense que c'est un des premiers problèmes du film. Moi, je pense, après, le truc, je peux donner mon avis, parce qu'ils ont beaucoup parlé déjà, mais en fait, déjà, je pense que le premier problème, c'est qu'en fait, tu disais, il y a un grand absent qui est Larry Richard, mais il y a un deuxième grand absent qui est Borat pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Borat, il est tellement grillé maintenant, et il le présente dès le début, en fait, si tu veux, quand t'as des gens qui le reconnaissent dans la rue, qu'en gros, il est obligé de se déguiser en Borat, qui se déguise en américain moyen ou en beauf ou je sais pas quoi, etc. Et ce qui fait que, en fait, à part des mecs qui ne regarderont jamais en fait un film comme Borat, il se fait griller plus ou moins par tout le monde. Ça, il se fait pas griller par la babysitter. Qui à un moment donné qui s'occupe de sa fille, qui va voir, et apparemment elle ne savait pas qui c'était, elle savait même pas qu'elle tournait un film, elle pensait qu'elle tournait un documentaire, et apparemment jusqu'au jour de la sortie elle n'était pas au courant en fait qu'elle était dans ce truc là, quoi. Ce qui est déjà aussi une méthode un peu particulière, mais admettons, tu vois, le truc si tu veux c'est que le deuxième, j'ai l'impression que c'est cousu de fil blanc là, mais bon, voilà. Et le deuxième truc c'est en fait t'as l'impression qu'il a des chutes. C'est-à-dire en gros il y a cette scène où il va justement voir le pasteur en fait anti-avortement. Et il lui présente en fait une situation où il lui dit j'ai mis enceinte ma fille, est-ce que je peux avorter ? Et le mec en fait il est emmerdé. Mais en fait il est plus emmerdé, limite même pas. En fait il est même pas attaqué sur le fait qu'il pourrait éventuellement refuser. Il dit non, tu peux pas la faire avorter malgré tout, ce qui devrait être le truc qu'à mon avis cherche à provoquer. C'est limite pas dans le film. Le mec il est juste gêné de se dire putain j'ai en face de moi quelqu'un qui a engrossé sa fille et il y croit. Sauf que ça c'est une chute et qu'en fait comme il n'a pas plus que ça apparemment dans le film, bah en fait en gros il construit tout un truc complètement fictif avec que le spectateur donc a conscience puisqu'en fait il voit tout ça avant d'arriver à la situation. Il y a toute une partie fictionnelle voilà, fait avant dans l'histoire où en fait il lui fait bouffer un gâteau et il y a un petit bébé dessus et donc en fait il y a le quiproquo du bébé que le spectateur pense qu'elle a en fait dans le ventre. En fait c'est un bébé qu'elle a mangé, qu'un bébé en comment t'appelles ça, en porcelaine ou en plastique ou je sais pas quoi. Et en fait du coup ça annule complètement comment dire, l'aspect agressif en fait que ça pourrait avoir vis-à-vis du type qui est en face, quoi. Parce que moi si tu te mets 2 secondes à la place du mec qui est interviewé, bah moi je pense que n'importe qui réagirait en se disant mais qu'est-ce que vous avez fait quoi à votre fille j'ai pas du tout ça fait partie des rares scènes où je trouve il y a relativement quelque chose quand même de substantiel à se mettre sous la dent parce que le vrai truc moi qui attaque ça me dérange pas, non mais parce que le vrai ça débouche sur rien. Le vrai truc qui débouche là-dessus quand même le final c'est que le mec leur disent non c'est hyper mal, il faut pas du tout avorter, mais par contre ne condamne pas frontalement le fait qu'un père ait pu faire un enfant à sa moi je pense que fille. le mec il est surtout abasourdi quoi par la situation à mon sens, hein, je sais pas. Après, moi je l'ai pas vu comme ça, tu vois le truc avec la scène avec les toilettes qui suit ça justement pour moi, me pose beaucoup plus de problèmes que là. Là, pour le coup, je me suis dit, putain, c'est complètement foiré, je comprends même pas que ce soit dans le film. Mais bon, moi, tu vois, il y a ce truc-là. Par exemple, en fait, moi, l'humour de Borat, à la base, ça me fait beaucoup rire. Et en fait, j'aime bien justement l'idée qu'on puisse se demander qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Par exemple, à la fin du premier Borat, même si aujourd'hui, on le sait, si tu veux, à l'époque, tu pouvais te poser la question de est-ce que Pamela Anderson était vraiment dans le coup ou pas, en fait, si tu veux. Donc, quand elle se fait... Alors, évidemment, c'est tellement gros que à la fin, mais quand t'es plongé dans le fonctionnement du film, tu te poses la question au moins quelques secondes. Là, en fait, tu te poses quasiment pas la question parce que voilà, la scène comment dire, en fait, t'as l'impression que tout est recréé. Tu vois, la problématique quand il va y avoir Mike Pence, c'est que en fait, t'as un effort en fait incommensurable qui est mis en place pour au final rien. C'est-à-dire que il a passé 5 heures dans les toilettes. Il s'est déguisé en Donald Trump, c'est expliqué de manière mais totalement fallacieuse dans le scénar. En fait, c'est vraiment justifié de façon complètement... Tu vois, voilà, quoi. Allez hop, il se déguise en Donald Trump, quoi. Et en gros, il arrive, il propose la fille, t'as juste un regard de Mike Pence, en fait, et il se fait reconduire. Et il n'y a rien d'autre. Et ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Tout à fait. Et en fait, il essaye tellement, pour expliquer un peu aux gens qui ne l'ont pas vu, s'ils ne vont pas être trop découragés, mais c'est qu'il essaye tellement d'enfoncer des portes ouvertes, qu'il essaye tellement de créer des situations qui sont tellement fictionnelles qu'on se retrouve presque du côté des gens qui voudraient dénoncer. Et en fait, il faudrait le comparer, ce film-là, pour moi, au pire faux documentaire, dans ce sens-là, qui a de mémoire jamais été fait, qui est un film français en plus, qui s'appelle Connasse, Princesse des Cœurs, avec Camille Cotin, où là,
absolument t'es rien la ne marche. seule personne à cette table, je pense. Ouais, non, bien sûr, mais bon, voilà, pour vous dire, où là, il y a vraiment absolument rien qui marche, et malheureusement, en fait, quand je regardais Borat, c'est ce film-là qui me revenait en tête. Je pense que les gens qui ont vu Connasse Princesse des Cœurs et qui écoutent cette émission, je pense pas qu'ils aiment trop, et malheureusement, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est ça qui les attend. Ouais, et l'autre truc, si tu veux, c'est qu'après, en fait, moi, je suis client du coup de l'humour aussi pipi caca, con, tu vois, moi, je suis un grand enfant, tu vois. Donc, quand on me vend au début un singe, tu vois, une aventure avec un singe qui est quand même le truc que tu peux pas contrôler, quoi. Tu vois, c'est-à-dire si tu mets un vrai singe dans une situation, moi, à mon avis, ça peut faire des trucs assez drôles, tu vois, sans fort. Alors évidemment, ça ne rentrerait pas dans la logique de critiquer l'Amérique, etc., etc. Enfin, je ne sais pas dans quelle configuration il pourrait le faire, tu vois. Mais c'est tout. Enfin, moi, je m'attends d'un mec comme Sacha Baron Cohen qui puisse le faire, si tu veux, qui puisse trouver quelque chose pour le justifier, tu vois. Et en fait, il te bousille l'idée en 2 secondes. Bon, ça, c'est parce que c'est mon délire perso, mais voilà. Et en fait, l'autre problème. Et c'est ce qu'il y a quand même une très grosse scène à la fin en fait qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment sur internet, sur les réseaux sociaux, c'est la scène où il piège Rudy Giuliani. Alors Rudy Giuliani, je suis comme Julien, pour moi c'est un mec répréhensible. Enfin, tu vois, c'est vraiment une raclure de bidet. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est pas. L'air de mode. Je précise que je suis pas un gros fan non plus parce que. Non, mais je le précise parce qu'en fait, il y a un problème de lecture des images, c'est-à-dire que justement un film qui te pose des questions entre qu'est-ce qui est fictif et qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce que lui il a réussi à vraiment obtenir et qu'est-ce qu'il a dû structurer derrière en écrit quelle est la part de manipulation. Voilà, c'est ça. Bah en fait là. La question elle se pose littéralement sur la scène parce que il y a déjà une problématique où donc dans l'histoire du film elle devient journaliste, elle va l'interviewer, mais en fait si tu veux comme de toute façon elle doit être offerte à Rudy Giuliani puisqu'ils n'arrivent pas à la proposer à Mike Pence, puisqu'ils n'arrivent pas à la proposer à Donald Trump, enfin je sais pas quoi, etc. Donc c'est le 3e homme à aller chercher. Bon, ça c'est une chose, mais en fait elle vient à l'interview. Lui, il pense qu'il est interviewé pour de vrai. C'est le piège, tu vois. C'est à la limite le truc qui est censé justement déclencher quelque chose de marrant. Elle est pas particulièrement avenante avec lui, enfin ou je sais pas quoi, mais elle est en tout cas, elle est quand même un peu. Elle est quand même très pushy. Ouais, en tout cas, elle est agréable. Et en fait, le truc que je veux dire par rapport à ça, pour utiliser le terme, non mais je sais pas quel terme utiliser exactement, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il est un peu, tu vois, il a une jeune femme qui lui parle, donc il est un petit peu machin. Il lui tapote le dos. Il va se remettre parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'en fait, quand tu le montres derrière en train d'être filmé sur son lit, il se remet la chemise. Oui, parce que pour réexpliquer simplement aux personnes, il y a cette scène qui fait polémique aujourd'hui où dans la chambre, après l'interview, on voit Rudy Giuliani qui a la main dans le pantalon. Il explique que lui était en train de remettre sa chemise dans son pantalon après avoir enlevé les micros. Voilà. Mais ça a été présenté et vendu en quelque sorte comme il a essayé de se tripoter devant une gamine de 15 ans. Mais, sauf que le problème, moi je trouve, vis-à-vis de cette séquence-là, c'est que en fait, dans un sens comme dans l'autre, c'est discutable. Ouais. Parce que en fait, quand Borat arrive et qu'il arrête justement la situation, il arrive littéralement 3 minutes trop tôt, quoi. Si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment créer une situation avec ça, si tu veux vraiment en fait mettre le mec dans l'embarras, tu vois, tu laisses faire, quoi. Tu vois, quitte à entre guillemets mettre en danger l'actrice, tu vois, mais c'est le principe même de ce que Borat lui-même, parce que Sacha Baron Cohen faisait. Si tu veux, à partir du moment où il va chercher une autre actrice, je pense que c'est la logique Elle a l'air en panique, moi, sur cette scène-là. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il est pas à l'aise, de toute façon. Je pense qu'elle est pas à l'aise. Mais après, le truc, c'est que elle est tendue, moi, je trouve cette scène. Hein. C'est pas simplement un truc de montage et tout. Je trouve qu'il y a. T'as quand même cette problématique parce qu'en fait, t'as 1 minute en fait qui est prise, qui est parfaite en fait pour paf, tu la balances sur les réseaux sociaux et regardez maintenant. Et en fait, c'est même pas limite faites-vous votre avis, c'est que la façon dont elle est présentée, c'est de toute façon regardez. Et bon. Moi, je vais te dire un truc par rapport à cette problématique-là, c'est que... Je sais pas, il a toujours été dans cette malhonnêteté-là, moi, Sacha Baron Cohen. Je trouve qu'il a jamais... Il n'y a pas d'évolution là-dessus, quoi. Alors, le problème, c'est que c'est ce qui reproche... Excuse-moi, Clément, je vais juste répondre à ce qu'il dit. Excuse-moi. Le problème, en fait, c'est que c'est ce qu'on reproche à des mecs comme Trump. Les fake news, les machins, les trucs comme ça. Donc, quand tu utilises les mêmes méthodes... c'est pas le président des États-Unis. Ah non, mais c'est Rudy Giuliani. Je veux dire, Sacha Baron Cohen. Oui, d'accord. Il n'est pas du tout dans la même posture, il ne fait pas du tout les mêmes choses. Mais là, je relève ce que tu dis, c'est que non seulement il cherche à mettre effectivement un politique dans une mauvaise posture, mais sa propre collègue aussi, qui était mal à l'aise, comme tu le dis. Oui, elle est de connivence, quoi, si tu veux. Moi, en fait, si tu veux, je suis plus gêné par le fait que... c'est pareil, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Elle mène à quoi, en fait, cette scène, en réalité ?
Est-ce qu'un vieux monsieur où on sait que c'est un coureur de jupons comme tout le monde le sait, enfin tu vois, n'importe quel homme politique à me faire dire tiens oui c'est un coureur de jupons, s'il a l'occasion il va le faire quoi. Ou sauf qu'il le fait pas plus que ça là. Ouais, enfin ça j'en sais rien, tu vois, après ça c'est encore sujet à débat. Moi je trouve que la scène est quand même relativement tendue et tout. Enfin, je comprends. Enfin, je me suis dit tout ce foin pour finalement pas un truc. Pour finir sur 1 minute en fait que tu peux mettre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la problématique. Et le deuxième truc en fait par rapport à ça, c'est que pour moi en fait, ce qui me pose problème là-dedans, c'est justement en fait le fait d'utiliser ça comme un truc. Le film il se termine sur un mot. Et en fait, ce mot il n'existerait pas s'il sortait 3 semaines après. C'est voter, tu vois. Donc en fait le film il est assez clair sur pour qui tu dois voter dans la logique des choses, tu vois. Ah oui, et ça à la limite si tu veux je veux dire que ça soit le trip de Sacha Baron Cohen c'est une chose, mais le problème c'est que moi j'imagine les mecs qui rentrent en fait qui se disent putain je vais me taper la suite de Borat, je vais me marrer, et là tu fais en fait t'as un tract, tu vois. Donc quand je disais le mot agenda, si tu veux, il y a cette problématique-là. Et pourtant, Dieu sait que je déteste en fait quand les mecs te disent il a un agenda politique, de toute façon il a un machin, etc. Mais la problématique c'est que comme le film est pas drôle, moi, je peux compter 2 moments où je me suis marré, c'est-à-dire, et parce que je suis très bas de plafond, tu vois, quand elle se décapsule une bière avec, même si c'est faux, tu vois, ça m'a fait marrer, voilà, avec son trou de balle. Et en fait, quand éventuellement la danse de la fertilité, mais en fait, même quand tu te renseignes sur ce truc-là, apparemment, la danse de la fertilité, c'est un truc qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire, en gros, c'est pas un vrai bal qu'ils ont craché, comme ça pouvait arriver en fait, et c'est ce qui était drôle justement, en fait, c'est de voir comment les mecs vont pousser le truc jusqu'au bout. C'est un truc qu'ils ont mis en place, où ils ont juste dit c'est un bal avec amenez vos enfants. C'est eux qui ont invité les gens qui ont organisé le bal. Voilà. Non mais en fait ils ont pas non, ils ont invité les gens qui ont organisé le bal. Moi j'avais lu en fait si tu veux qu'ils ont créé un bal en fait si tu veux, qu'ils ont invité des gens, et en fait en gros personne savait plus ou moins qui était l'autre, c'était juste qu'il y avait un bal en fait à ce moment-là, et que ça fait partie des rendez-vous manqués. Et c'est pour ça que tout est cousu de fil blanc en fait, c'est que tout est absolument et complètement factice. Là où vous avez tous les deux en fait, je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel vous rejoignez, et c'est qu'en gros c'est ce que tu dis là sur le dernier mot du film, la vote, c'est qu'en fait on n'attend pas ça de Borat. Effectivement, Borat pour nous à la base c'est un archétype qu'on va retrouver partout, c'est un trickster, c'est un mec qui aime voir les choses brûler, qui aime le chaos, un anarchiste, voilà, ça, c'est Loki, c'est le Joker, c'est Tyler Durden si vous voulez, c'est des gens qui veulent faire péter des trucs, et là tout d'un coup en fait il a une fille, la fille découvre le droit des femmes, et on se dit mais on est dans quel film là? Oui, mais même encore une fois, si c'était drôle. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, c'est pas drôle. C'est-à-dire qu'en fait, la scène avec Giuliani, elle est pas drôle. Oui, mais parce que je pense qu'il a du coup des mauvaises priorités, en fait. Oui, c'est ça. Donc en et fait, surtout, il a un agenda. Et du coup, en fait, il répond pas à cet archétype, nous, qu'on adore, et en fait, en plus, dont la politique américaine, le cinéma a besoin, quoi. Tu vois, ce genre de type qui veut tout faire péter. Ça manque, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est énervé. L'humoriste Anard manque aujourd'hui et est important. Voilà. Enfin, je veux dire, je vous fais pas un dessin, mais c'est vrai que dans l'actu et tout, on voit à quel point c'est hyper important d'avoir ça. C'est sain, quoi, d'avoir un mec qui vient et qui a pas de règles et qu'on a rien à foutre. Exactement. Et voilà, comme c'était la moralité, il faut regarder les sketchs de Bill Burr, quoi. Ouais. Et voir un mec comme ça où il y a Jim Jeffries. Non, mais il faut voir ce qu'il faisait sur HBO auparavant, et quelque part tout était dit déjà sur l'Amérique aussi. Et c'est quand même un peu ça aussi le truc. Non, mais il y a aussi, il a fait récemment un autre truc qui s'appelait Who is America, et c'était il y a 2 ans. Et en fait, il y avait quand même déjà quelques trucs un peu plus couillus, moi je trouve. Tu vois, par exemple, il s'était pointé devant Dick Cheney, et en fait, lui faisait signer un kit de waterboarding, quoi. En fait, là, il était déguisé en comment t'appelles ça, je crois que son personnage c'était un coach de sport ancien, membre de l'armée israélienne. Ouais. Tu vois, et en fait, si tu veux, il arrivait comme ça, il disait moi je suis fan et tout ça, etc. Et en fait, il lui faisait signer un kit de waterboarding. Et là, si tu veux, tu te dis putain, c'est couillu, c'est osé. Tu vois, parce qu'il a quand même une gueule où il est tout tartiné. Tu pourrais te dire mais c'est quoi ce mec qui ressemble à quoi, tu vois, et en fait il arrive, il y va jusqu'au bout. Là, et je trouve qu'il va nulle part, effectivement, quoi. Alors est-ce que c'est Sacha Baron Cohen qui est moins couillu qu'avant, ou est-ce que c'est les personnages qu'il va interviewer, qui va essayer d'attraper? Lui-même, dans une interview au New York Times, disait récemment: en 2005 j'avais besoin d'un personnage comme Borat pour que les gens révèlent au grand jour leur misogynie, leur racisme, leur antisémitisme. Aujourd'hui ces préjugés sont manifestes, les racistes sont fiers d'être racistes. C'est comme si, d'une certaine manière, il n'y avait plus grand-chose à exacerber. Ouais, mais je pense que tu peux encore plus les attaquer, justement, il faut être encore plus agressif derrière, du coup, pour les faire ressortir. Et c'est tout le truc que le film ne fait pas, je trouve. Et c'est ce qu'on attendait de lui aussi. Et tu sens des embryons de ça, quand même, dans le film. C'est-à-dire que tu sens 2-3 trucs de situations où, justement, tu dis « Ah, ça pourrait vriller, ça pourrait donner un truc intéressant », sauf que c'est tout en retenue. Giuliani, il aurait attendu 2-3 minutes. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui allait vraiment se passer, tu vois.
Tu vois, mine de rien, il est resté assez calme, quoi. Alors, on va finir avec un petit retour sur le mot du début, puisque on arrive à la fin de cette émission. Tu avais dit mercantile comme mot. Pour Eric. moi, oui. À part l'appât du gain, je vois pas ce qui l'a poussé à faire ça. Et aussi, je voudrais aussi parler de quelque chose que j'ai vu récemment sur Netflix. Si vous voulez vraiment quelque chose qui est une bonne analyse de la politique américaine, un documentaire qui s'appelle Get Me Roger Stone, voilà, qui fait ce que Borat 2 ne fait pas, et je vous le conseille. Très bien. Julien. Mais non, mais moi je ne suis pas une girouette, Clémence, tu me prends pour qui? Non, mais t'as l'impression que je changeais comme ça d'avis, voilà. Finalement, c'est pas mal. Non, mais, Donc tu restes sur le mot artificiel. Bah ouais, je trouve que c'est tout est artificiel. C'est chez Sacha Baron Cohen, c'est quelqu'un qui travaille énormément de toute façon, qui a probablement encore bossé et tout. Mais là, en fait, il y a un truc, voilà, il y a un truc où tu te dis c'est sous contrôle en fait. C'est ça ce que je voulais peut-être dire par artificiel. C'est pas le meilleur mot en fait. Je pense que dans Ça le temps pour un film, parfois je trouverais des mots plus intéressants qu'artificiels. Et Stéphane, agenda. Agenda, ouais, il y a un truc que Eric et moi on a discuté en fait avant qu'on enregistre et il m'a pointé ça du doigt et c'est très vrai en fait. Et comme on n'en a pas parlé, je me permets de le dire. Là, en fait, il aurait dû attaquer Amazon. Il aurait dû attaquer. Alors là, je trouve que le film il part sur Amazon, mais il aurait dû attaquer. Il aurait dû attaquer les putains de puissants, en fait, les mecs voilà. qui sont au-dessus, en fait. Ça aurait été super, voilà. quoi. Et en gros, il le fait pas du tout. Il s'attaque à des cibles, en fait. Je veux dire, Trump, c'est une merde, mais c'est une cible, c'est la même cible depuis 4 ans pour tout le monde. Donc en fait, le truc, c'est que lui s'attaque à cette cible-là. Pour ce type d'humoriste, en tout cas, c'est clair. C'est comment dire, c'est dommage. Alors que pour le coup, il y a vraiment des gens à comment dire, à enlever de leur trône. Quoi. Des cibles un peu moins faciles. Voilà. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que le film vous a plu? Vous avez adoré? Vous avez détesté? Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On les diffusera dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de Peninsula. Alors, Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs? Oui, Capture Mag, donc je m'appelle Benoît, j'habite en Corée du Sud depuis une dizaine d'années. J'ai vu Peninsula l'année dernière et je pense que... putain de merde. Young Song-ho, il a toujours un point de vue sur le monde, sur l'amour filial, l'individualisme et l'entraide. Ici, ça tourne à vide, la question de l'appartenance à un milieu, elle est vaguement évoquée. C'est Benoît, à propos de Peninsula, que j'ai trouvé extrêmement mauvais. En fait, surtout à cause du jeu des acteurs. On n'a pas forcément la bonne vision du jeu d'un acteur si on n'est pas dans la culture et si on parle pas forcément la langue. Alors pour moi, Peninsula, c'est une vraie réussite de film d'action bis post-apo. Je trouve aussi les critiques par rapport aux effets spéciaux plutôt méchants, étant donné que pour moi, ça ressemble plus à de l'animation, vraiment à une sorte de film d'animé quand l'action en fait s'enroule et s'étouffe dedans. Moi, je m'y retrouve pas dans ce post-apo, bien que les idées proposées soient pas mal. Le début était cool. La course-poursuite, n'est pas George Miller qui veut, mais ça se défendait. Suite efficace, différente. Les personnages, vu qu'il n'y a plus d'unité de lieu, on s'y attache pas tant que ça, mais ça fonctionne en général. C'était sympa de commencer votre première émission avec Doomsday de Neil Marshall. Comment ça? C'était pas Doomsday? Vous êtes sûr? C'est comme dans les jeux vidéo. C'est on va à un point A, un point B parce qu'on a besoin de tel objet. Ah mince, on n'a pas l'objet. On va à un point C et c'est constamment comme ça. Peninsula est peut-être pas au niveau, mais je le trouve assez généreux dans les concepts qu'il essaye de mettre en place. Il y a un côté jeu vidéo un peu que je trouve assez jouissif. Les plans de voiture sont assez cool avec les deux gamines. J'aime bien les personnages qu'il arrive à mettre en place. Côté famille aussi, qui est pas central mais qui est toujours là. Mais voilà, c'était bien, c'était sympa. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Dans le contexte actuel, avec les sorties qui sont repoussées, annulées, avec un confinement, on ne vous garantit pas que la régularité sera au rendez-vous, mais en tout cas, on reviendra.
On tient également à remercier nos auditeurs, merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau film. Allez, salut!